Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa, votre magazine de l'économie et de l'entreprise. Comme vous le découvrez sur vos écrans, notre émission fait peau neuve pour son 20e anniversaire. L'équipe de Business Africa se joint à moi pour tous vous remercier, nos téléspectateurs, de votre fidélité. Et comme vous le savez, aujourd'hui encore 100 000 francs CFA, 150 € à gagner en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Bataille rangée pour la protection des tissus traditionnels africains. L'Afrique de l'Ouest est au cœur des trafics des pirates. Les gens viennent, mais je reconnais que c'est plus difficile parce que les gens ont un autre choix. Et vu la difficulté de l'heure, les gens se penchent sur l'autre choix. Protection des brevets, des marques et lutte contre la contrefaçon, c'est la mission de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Très souvent, à 80%, ils découvrent la propriété intellectuelle dans le cadre d'un contentieux, dans le cadre d'une contrefaçon. À Paris, les food trucks qui servent des plats à manger sur le pouce ont le vent en poupe. Déclinaison africaine avec le Black Spoon, le premier camion restaurant dédié à la cuisine du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, le poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet. Le mois dernier, en plein mouvement Black Lives Matter, des membres du Congrès américain sont apparus agenouillés, revêtus d'écharpes kélé, un tissu traditionnel originaire du Ghana. Le geste a attiré l'attention sur ces tissus ancestraux très délicats à fabriquer et menacés depuis des années par la contrefaçon. La législation tente de réprimer la fraude, mais le combat est difficile, comme l'a constaté notre journaliste au Togo. Le marché des copies pirates n'a jamais été aussi florissant en Afrique. Ordinateurs, pièces de voiture, masques africains, médicaments et même le célèbre pagne que portent les élégantes. Nous nous sommes rendus dans la capitale du pagne justement. L'histoire est édifiante. Lomé, la capitale du Togo, qui a bâti sa notoriété sur la splendeur de son tissu traditionnel, est aujourd'hui envahie par les contrefaçons. Peu scrupuleux, les trafiquants n'hésitent pas à reprendre les motifs classiques qu'affectionnent les Africaines pour fabriquer un tissu de mauvaise qualité qui perd ses couleurs au premier lavage et qui déteint sur la peau des consommatrices. Les Nana Benz, ces femmes qui roulaient en Mercedes-Benz et qui ont fait fortune en vendant le tissu wax dans les années 80, ont perdu leur monopole. À l'époque, elles donnaient le ton en matière de mode à toute l'Afrique. Alors que certaines se sont réfugiées sur l'importation de faux, les autres poursuivent leurs activités et ne jurent que par la qualité de leur pagne fabriqué depuis toujours par Vlisco, propriétaire du produit Super Wax. Les gens viennent, mais je reconnais que c'est plus difficile parce que les gens ont un autre choix. Et vu la difficulté de l'heure, les gens se penchent sur l'autre choix. Même si, comme je dis, c'est pas pour longtemps. Parce que ce tissu-là n'est pas un tissu de bonne qualité. Alors qu'un pagne d'origine coûte en moyenne 60 000 francs, une contrefaçon est vendue 10 000, soit 6 fois moins cher. Avec les difficultés financières du quotidien, on comprend que les Africaines soient tentées de changer leurs habitudes. Mais c'est sans compter avec les conséquences sur la santé, comme les faux médicaments qui empoisonnent les malades ou les cosmétiques frelatés qui brûlent la peau des femmes. Les colorants et les fibres utilisés pour les tissus contrefaits sont composés d'agents toxiques très nuisibles pour la population. Au niveau sanitaire, en prenant seulement les médicaments contrefaits, les médicaments illicites, nous avons eu à signaler des cas des crises, c'est le cancer, c'est le diabète, c'est la tension artérielle, c'est les problèmes de reins, des dialyses qui sont maintenant récurrents au niveau du Togo. Si le produit, les toiles ne sont pas de bonne qualité, si elles ont été faites avec beaucoup d'éléments chimiques, beaucoup de produits chimiques, cela peut avoir un impact sur la santé de l'individu. On ne va pas passer sur les allergies que les gens connaissent. Lomé est l'un des grands ports en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. 7 millions de tonnes de fret y transitent chaque année, faisant de la ville l'un des principaux piliers de l'activité économique de la sous-région. Une plateforme appréciée des trafiquants qui importent les contrefaçons. Nous avons suivi les douaniers qui patrouillent à la recherche des copies illégales. Reconnaître le vrai du faux n'est cependant pas une mince affaire. Les trafiquants ont des méthodes de plus en plus sophistiquées qui parviennent à imiter
au plus près les produits d'origine. Des copies difficiles à détecter par un œil non aguerri. La douane est un acteur clé dans la lutte contre le trafic des produits illicites. On nous a autorisés à assister à un contrôle de routine. Taille d'épagne, motifs, étiquettes, tout est inspecté. Cette fois, tout est en règle. Une situation malheureusement trop rare pour M. Akapo, l'inspecteur des douanes. Aujourd'hui, pratiquement tout ce qui vient de l'extérieur est contrefait. Que ce soit dans le domaine du testing, des médicaments, même des marchandises de grande consommation, tout est contrefait. Et c'est le phénomène tel qu'on le perçoit aujourd'hui est lié au développement du marché asiatique, surtout du marché chinois. Au-delà de l'enjeu de santé publique, la contrefaçon menace les industries légitimes qui créent des emplois et la croissance en Afrique. Fortement ébranlées par l'ampleur du fléau, les marques s'emparent du problème. Comme Nestlé dans l'agroalimentaire, Vlisco a signé plusieurs conventions de collaboration avec les pays, en Côte d'Ivoire, en RDC et au Togo. Objectif, mettre en place un plan d'action pour lutter contre le phénomène et préserver son existence même. En partenariat avec l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, les marques multiplient les séminaires de formation destinés à sensibiliser magistrats et douaniers et à leur donner les connaissances nécessaires pour détecter et mener une véritable bataille contre les trafiquants. Un partenariat public-privé qui devrait permettre de protéger les emplois de toute la filière légale et les revenus des États concernés qui, du coup, ne touchent plus les taxes sur les importations. L'impact économique pour l'État est énorme puisque la contrefaçon rime avec des fraudes en tout genre et que c'est des recettes fiscales qui sont perdues au quotidien par les différents États. Il y a également d'autres impacts qui ne sont pas non moins importants, notamment en termes d'emploi, puisque la plupart des entreprises locales ne pouvant pas faire face à la concurrence déloyale sont obligées de fermer, donc beaucoup de licenciements, de chômage. Il y a également, en termes de création d'entreprises, cela fait fuir les investisseurs puisque ça donne l'aspect de zone de non-droit. Et donc les conséquences de la contrefaçon sont énormes pour l'Afrique. D'après l'OAPI, la contrefaçon pourrait atteindre 30 à 80% des produits vendus en fonction des secteurs. Rien qu'au cours des 5 dernières années, Vlisco estime que la contrefaçon représente une perte très importante sur son secteur. Du côté législatif, la loi togolaise prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA et 6 mois d'emprisonnement. Si ces sanctions sont encore trop peu dissuasives pour les trafiquants, il faut rappeler que la législation ne fait pas de distinction entre le faussaire et son client, qui s'exposent donc aux mêmes peines. Des mesures qui devraient être suivies rapidement dans la plupart des pays africains. Autre crise au Nigeria avec des centaines de milliers de cochons morts. C'est le bilan d'une nouvelle épidémie de fièvre porcine. Le virus serait apparu à Lagos et dans l'état d'Ogun avant de s'étendre au reste du pays. Sa propagation favorisée par les conditions du confinement face à la progression du Covid-19 représente déjà une perte économique équivalente à plus de 40 millions d'euros. Entre 2016 et 2019, l'Afrique a connu une soixantaine de flambées de fièvre porcine. Elle a été créée en 1963 et elle joue un rôle croissant dans le développement économique et social du continent. Depuis son siège de Yaoundé au Cameroun, l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, est l'institution garante de la protection des inventions africaines et donc des investissements et transferts de technologies du continent. Un rôle capital, comme l'a découvert Edmond Letsini, jeune ingénieur camerounais que nous avons suivi dans ce reportage. Regardez. Un cadre paisible à l'écart de Yaoundé, la capitale du Cameroun. C'est ici, au calme, qu'Edmond Letsini a élu domicile. Ingénieur électrique de formation, Edmond est inventeur. Il se consacre à la recherche depuis plus de 15 ans. Sa dernière invention, un filtre à eau adapté aux réalités du continent. Dans ma famille, il y a eu trois de mes cousins qui ont eu
des amibes, des kystes d'amibes qui ont eu des opérations, alors que nous utilisions des filtres classiques avec 2 compartiments dont on utilisait les bougies. Et alors, je me suis posé la question, pourquoi en utilisant ces filtres, les amibes persistent? Mais l'eau était claire parce que ça filtrait bien les débris. C'est à base de ça donc que j'ai eu à concevoir ces filtres. Et je me suis basé sur le charbon actif de nos grands-mères qui nous donnaient quand nous étions tout petits. Utilisé comme médicament traditionnel, ce charbon actif permettrait aussi de filtrer les amibes et bactéries, contrairement à des filtres classiques bon marché. Plus efficace, ce filtre pourrait être vendu à partir de 2000 francs CFA, un prix abordable pour le porte-monnaie des populations. L'enjeu est de taille, car selon l'Organisation mondiale de la santé, 30 millions de personnes meurent chaque année d'épidémies ou contagions dues à la pollution des eaux. 6 années d'investissement et de recherche auront été nécessaires pour cette invention. Et même si le filtre est actuellement en phase d'étude dans un laboratoire, Edmond s'est rapidement tourné vers l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour déposer un brevet. L'OAPI, qui compte 17 États membres, a été créé il y a plus de 40 ans pour la protection des brevets, marques ou encore des dessins industriels. Et protéger son invention, ça veut dire tout simplement prendre 2 axes. C'est-à-dire qu'on évite d'abord que son invention soit exploitée de manière abusive par les tiers. Et d'autre part, on profite pour rentabiliser cette invention, soit une exploitation par soi-même, soit par des systèmes de contrat de licence avec les tiers. Je suis venu ici à l'OAPI pour protéger, pour la demande de mon brevet d'invention, afin de bénéficier, afin de commercialiser. Et j'ai payé 22 500 parce que je suis mon pays est membre de l'OAPI, dont j'ai bénéficié de la subvention et ça m'a permis de donner 2 500 francs pour la brevetabilité de mon invention. La brevetabilité, c'est l'étape préalable au dépôt du brevet. Dans cette phase, l'OAPI étudie les caractéristiques de l'invention, mais surtout épluche les archives pour vérifier que quelqu'un d'autre n'a pas déjà, dans un passé récent ou lointain, déposé la même invention. L'organisation n'est donc pas seulement une chambre d'enregistrement, elle conseille et mène des études pour le compte de ses clients dans tous ses États membres où des représentations ont été créées. Alpha Cissé est un inventeur malien résidant à Bamako. Il a été récompensé à de nombreuses reprises pour la création d'une machine à voter. Au niveau de notre pays, le Mali, on a une structure de liaison au niveau duquel nous sommes assistés. Donc on a été là-bas, faire les démarches, prendre les informations nécessaires et maintenant ils nous ont donné toutes les informations nécessaires pour nous permettre de remplir les conditions de brevetabilité. Une fois le brevet obtenu, la protection vaut pour les 17 États membres. Aujourd'hui, les sociétés étrangères sont les premières à s'adresser à l'organisation pour protéger leurs inventions et marques. Quant aux sociétés africaines, elles ont encore des progrès à faire pour prendre conscience des atouts de la propriété intellectuelle. Très souvent, à 80%, ils découvrent la propriété intellectuelle dans le cadre d'un contentieux, dans le cadre d'une contrefaçon. C'est à ce moment-là qu'ils se demandent, ils demandent ce qu'il faut faire et quoi faire pour les sortir d'affaires. Donc, ce n'est pas de manière préventive qu'ils se préoccuperont de la propriété intellectuelle, mais c'est plutôt de manière, j'allais dire, à terme curatif qu'ils viendront, qui se préoccuperont de la propriété intellectuelle. Cette méconnaissance se retrouve aussi au niveau politique. Les États n'ont pas suffisamment pris conscience de ce que la propriété intellectuelle pourrait leur apporter. Et c'est ce qui explique un peu que la propriété intellectuelle, que ce soit au niveau de sa vulgarisation, de l'exploitation de ses actifs, soit encore un parent pauvre dans cet espace OAPI. Son brevet en poche, Edmond sait bien que le chemin jusqu'à la mine d'or va être long, car la protection d'une invention à l'OAPI reste encore limitée au niveau international et elle ne signifie pas sa commercialisation. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec la filiale d'une société étrangère d'investissement intéressée par son filtre. Reste à convaincre les investisseurs du potentiel de son invention. À terme, c'est l'industrialisation dont il sera question. Et qui sait, peut-être, un nouveau produit 100% Made in Africa. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Évariste Ndayishimiye a été investi nouveau président du Burundi le 18 juin. À 52 ans, ce général à la retraite élu à la présidence en mai 2020 remplace le président Pierre
Nkurunziza, récemment décédé. Il prend les rênes d'un pays fragilisé, isolé de l'aide internationale. Que va-t-il se passer maintenant? Dr Paul Simon Andy, conseiller régional principal du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad à l'ISS, l'Institut d'études de sécurité, a accepté de répondre à mes questions. Dr Paul Simon Andy, merci de nous avoir rejoints sur Business Africa pour parler de la succession de Pierre Nkurunziza au Burundi, qui est Évariste Ndayishimiye, le nouveau président. Évariste Ndayishimiye est un ancien du CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi depuis 15 ans, qui est un ancien mouvement armé auquel il a appartenu depuis les années 90 et au moment de sa création, et qui bénéficie d'un atout essentiel dans ce mouvement, qui est qu'il est considéré comme un ancien combattant, un de ceux qui ont fait le maquis, qui ont combattu véritablement, ce qui donne une légitimité interne énorme. Il est très religieux, comme l'ancien président. Il a d'ailleurs, son discours d'investiture a donné un aperçu de ses références religieuses, bibliques, très certaines. En ce sens, il n'y aura pas vraiment de changement notable par rapport à la gestion du président Nkurunziza. Mais il est certainement aussi, malgré le ton offensif qu'on a pu percevoir de son discours d'ouverture, il y avait quand même des nuances très intéressantes qui laissent espérer qu'il est certainement quelqu'un de probablement plus ouvert au dialogue. Mais vous savez, finalement, il faut lui accorder le bénéfice du doute et voir comment est-ce qu'il va se révéler à la pratique du pouvoir. Qui sont ses alliés? Alors, en interne, il est clair qu'il a besoin du soutien du parti. D'ailleurs, on peut considérer son discours d'ouverture comme une sorte de gage qu'il donnait aux radicaux au sein du parti pour leur signifier que il n'y aurait pas de changement fondamental. Il a besoin de ce soutien. Mais à l'intérieur du parti, il y a aussi un consensus sur le fait que l'économie burundaise a souffert ces dernières années. On peut discuter sur les raisons, mais il faut relancer la machine économique, il faut relancer la machine productive, et que c'est peut-être son meilleur atout à lui pour convaincre les radicaux au sein du parti, notamment certains militaires qui sont partisans d'une posture relativement radicale et conservatrice. Ce serait peut-être le meilleur moyen de les convaincre qu'il faut concéder certaines ouvertures pour relancer la machine productive. Quelles vont être ses priorités? Essentiellement une priorité de réconciliation nationale, de main tendue, et surtout aussi de pouvoir créer une dynamique où ceux qui sont en exil ne se sentent pas en danger. Et je pense que là, le CNDD-FDD doit donner des gages, ce qui n'est pas évident, il faut dire, parce que finalement, le parti contrôle pratiquement toutes les institutions du pays, et ce ne sera pas facile pour le président Ndayishimiye de convaincre les radicaux de lâcher prise. Merci, Dr Paul Simon Andy. Toujours pas d'annulation en vue, mais la Chine se dit prête à alléger la dette de plusieurs pays africains. La mesure annoncée par le président chinois Xi Jinping va concerner les prêts concessionnels qui devaient être remboursés cette année. La dette de l'Afrique envers la Chine représente actuellement 145 milliards de dollars, dont 8 milliards à payer en 2020. Face au plaidoyer de plusieurs pays du continent pour une annulation pure et simple de la dette extérieure de l'Afrique, Pékin encourage pour le moment les institutions financières chinoises à des consultations amicales avec les pays africains. Le bras de fer entre le Kenya et Djibouti pour un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies a finalement été remporté par Nairobi. Le Kenya, qui a obtenu 129 votes contre 62 pour Djibouti, va donc remplacer l'Afrique du Sud et siéger pendant 2 ans dans cette instance internationale de 15 membres. Contrairement aux années précédentes, les États africains n'avaient pas réussi à s'entendre sur un candidat unique.
Black Spoon, c'est le nom du food truck installé par Faty Niang au centre du quartier d'affaires parisien de la Défense. Cette jeune femme d'origine sénégalaise fait ainsi découvrir la gastronomie africaine à bord de son camion-restaurant. Au menu, poulet yassa, mafé, tiaboudienne, brochette d'aloko, pastel au thon, mais aussi grillades et beignets. Autant dire des délices pour parcourir l'Afrique de l'Ouest sans se déplacer. C'est un reportage de Guillaume Durand. Tenez monsieur, un peu de piment? Non, ça va? Vous n'êtes pas piment? Bizarre. Donc pour vous, il y a ça aussi. Mafé avec la boisson? Son ambition, faire découvrir la gastronomie africaine au plus grand nombre, avec un concept original, tendance et loin des clichés habituels. Fin 2013, Faty Niang, une jeune femme de 34 ans originaire du Sénégal, a lancé dans les quartiers d'affaires de la région parisienne le Black Spoon, le premier food truck de nourriture africaine. Donc moi, je faisais une formation de gestion et création d'entreprise. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le concept des food trucks. Donc tout de suite, j'ai voulu l'adapter en version africaine. Dans ces quartiers, justement, on mange de tout. On mange libanais, on mange thaïlandais, on mange chinois, on mange européen, mais on ne mange pas africain. Donc moi, je me suis dit, c'est un peu dommage. Du mardi au samedi, Faty Niang et son équipe trimballent le Black Spoon sur différents sites où amoureux de la gastronomie africaine et gourmands avides de découvertes culinaires peuvent se régaler des saveurs du continent. Les différents plats que nous proposons chez Black Spoon, c'est les grands classiques. Donc on va parler du mafé, donc une sauce à base d'arachide, le poulet yassa, une sauce aux oignons relevée au citron avec du blanc de poulet, ou encore le tieboudienne, donc le plat national du Sénégal. Donc du riz avec du poisson et des légumes. Ces produits sont principalement issus de l'agriculture biologique grâce à des partenariats avec les sociétés Moriba et Racine, notamment pour les boissons exotiques et l'épicerie fine. La viande est halal et le poisson vient des marchés du quartier Château-Rouge à Paris. Dans le quartier d'affaires de la Défense, où les repas du midi sont souvent pris sur le pouce, le Black Spoon offre un compromis entre fast-food et cuisine de qualité. Depuis les premiers pas du camion ambulant en décembre 2013, le succès est grandissant. Chaque jour, Faty et son équipe font de nouveaux adeptes. J'ai trouvé le repas hyper bon, puis les saveurs sont extrêmement bonnes. Le mafé, ça tient bien au corps, c'est hyper chaleureux comme plat, ça pique bien. J'ai eu plein de sensations dans la bouche et son poulet était extrêmement fin. C'est assez chouette de la part d'une restauration rapide finalement d'avoir autant de subtilité gastronomique. D'autres, au contraire, sont devenus des habitués du Black Spoon. Ils y reviennent presque chaque semaine. On en avait parlé surtout et c'était des amis qui devaient me faire des plats, ça s'est jamais fait. Et là, j'ai eu l'occasion justement pour goûter à tout d'un seul coup. Donc non, c'est super pratique. Et le camion qui était juste à côté de mon lieu de travail. Donc j'ai essayé, je trouvais ça bon, que c'était une cuisine authentique, peu pimentée, que c'était sympathique. Aussi bien que si je le faisais moi-même à la maison, au moins. Donc ouais, non, il n'y a aucune déception de ce côté. En goût, c'est très bon, c'est pour ça que je reviens. 2 ans se sont écoulés entre la naissance du concept Black Spoon et son arrivée dans les rues parisiennes. Ce camion ambulant, c'est aussi et avant tout l'histoire d'un projet entrepreneurial. Avec l'aide de Pôle emploi, d'Espace pour entreprendre, de Val-de-Marne Active et d'un prêt bancaire, Faty Niang a pu débloquer un peu plus de 50 millions de francs CFA, 80 000 € pour lancer son entreprise. Et le succès est appelé à grandir davantage encore. On est en train de travailler sur la politique de développement. On aimerait aussi être en dur, donc avoir un restaurant dans Paris ou autour de Paris. Et puis pourquoi pas faire de la livraison aussi, donc on y travaille également. En moyenne, un repas coûte entre 5 et 8 000 francs CFA, soit 8 à 12 €. Un tarif concurrentiel pour découvrir ce subtil mélange de gastronomie raffinée et de cuisine de rue, pour amener un peu de soleil et de nouveautés dans les assiettes. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 100 000 francs CFA, 150 €. Il s'agit du jeu numéro 527. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Où se trouve le siège de l'OAPI? Dakar, Addis Abeba, Yaoundé. Deuxième question. Que produit la société Vlisco? Des voitures de luxe, des médicaments, le tissu wax. Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre page Facebook Business Africa. Répondez aux questions.
en nous envoyant un message. Et bonne chance à vous. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail et le numéro du jeu auquel vous participez avec les réponses bien sûr. Ce jeu par exemple est le numéro 527. Le gagnant recevra 100 000 francs CFA, 150 € par mandat. Comme notre gagnant aujourd'hui, félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission 523. Le nom s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. Combien de personnes vivent du coton en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale? 20 millions. Deuxième question. Selon la Commission économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, la croissance économique du Cameroun en 2020 devrait ralentir au maximum de 3%. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Aïcha Aboubakar à Achonu, une entrepreneuse nigériane fière de ses masques Made in Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube et nous suivre sur notre nouveau compte Twitter @AfricaShows. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en utilisant le hashtag Business Africa TV Show. Salut à tous!